Bonjour, je m'appelle Alexis Tétrault en compagnie de l'écrivain Carl Bergeron pour une entrevue Portrait de lecteur et bienvenue à Magnum Opus. Bonjour, ici Alexis de Magnum Opus. Notre projet est lancé depuis quelques temps déjà et si vous voulez nous soutenir, différentes avenues s'offrent à vous. D'abord, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton « S'abonner » en dessous de la vidéo. C'est gratuit et ça nous donne un énorme coup de main. Ensuite, on a mis en ligne une plateforme Patreon sur laquelle il y a différents abonnements mensuels et on a aussi mis en ligne une cagnotte GoFundMe. Tous les détails dans la description de la vidéo. Alors, au nom de Pierre, David et de moi-même, merci et à bientôt. Alors, Monsieur Carl Bergeron, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'avoir répondu positivement C'était tout naturel. à l'invitation. Avant de débuter cette entrevue Portrait de lecteur, je propose de te présenter. Oui, bien sûr. Tu es un écrivain qui a écrit d'abord en 2012 le livre, dis-je, Un cynique chez les lyriques, Denis Arcand et le Québec. Un essai ou un livre très, très perçant sur l'œuvre de Denis Arcand et son lien avec le Québec. Et avec la collaboration aussi de Denis Arcand qui a proposé des notes enfin pour compléter certains éléments du texte. Absolument, des anecdotes absolument délicieuses, savoureuses, délicieuses par ailleurs. Un excellent livre sur l'œuvre de Denis Arcand que Denis Arcand souligne d'ailleurs comme un des meilleurs écrits, je le dis, un des meilleurs écrits sur son œuvre. En 2016, tu publies Voir le monde avec un chapeau, qu'on pourrait dire ta première œuvre d'écrivain. En tout cas, première œuvre de création, je dirais, parce que je ne suis pas convaincu que je parlerais d'un cynique chez les lyriques comme d'une œuvre de création. C'est un essai, tandis que là, avec Voir le monde avec un chapeau, effectivement, il y a un effort de création, de composition. Moi j'appelle ça un objet littéraire non identifiable, parce que c'est quand même, on dit souvent que c'est un journal, mais alors pas du tout. D'ailleurs, si c'était un journal, ça aurait été très facile pour l'éditeur, qui était François Ricard, le regretté François Ricard, qui nous a quittés il y a quelques années. Ça aurait été facile pour lui de le publier dans la collection Papier-Collé, qui est la collection de références au Boréal pour publier des journaux, des mémoires, des carnets, enfin ce genre de texte. Mais tellement c'était évident pour lui que c'était quand même une œuvre hybride qui se rapprochait beaucoup plus du roman que du journal. Donc, il a insisté auprès de la maison pour le publier dans la collection Fiction, où sont publiés les romans d'ailleurs. Mais néanmoins, ce n'est ni un roman, ni un journal. Un objet littéraire non identifié. C'est bien, ça le décrit bien, je crois. Le livre est magnifiquement écrit, mais outre ses qualités esthétiques indéniables, c'est, je crois, un des plus grands livres sur la condition québécoise. Et je le dis d'autant plus que je le lis presque à chaque année, je crois. En fait, je le lis une fois par année parce que c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Et je crois que c'est un livre qui a beaucoup marqué les jeunes qui ont débuté dans la vie intellectuelle au Québec, puisque ça... C'est la notion d'épreuve aussi qui est au cœur du livre. Je pense qu'il parlait quand même à un certain profil de lecteurs, notamment des jeunes, qui entraient dans la vie intellectuelle. Absolument. Ça parle notamment de notre rapport à la langue, de notre rapport à la France, de notre rapport à la famille. Très juste, oui, bien sûr. Beaucoup de sujets qui intéressent l'intellectuel québécois, il me semble, et la difficulté de ce que tu qualifies très justement d'épreuve. Alors, livre très important pour moi qui d'ailleurs figure dans notre bibliothèque quand on fait des enregistrements. Ah bon? Mais j'en suis très honoré. Tu es avec Sylvain Tesson, le seul auteur vivant qui a l'honneur d'être Mon Dieu, quel honneur. OK, merci. dans cette bibliothèque. Et finalement, en 2021, tu as publié La Grande Marie ou Le luxe de sainteté, qui découle de ta lecture de cette correspondance de... il est ici marqué Marie de l'Incarnation, mais maintenant on doit dire Sainte Marie de l'Incarnation. Oui, tu voulais ajouter? Ouais, enfin, c'est ceux qui... Je sais que pour certaines personnes, c'est très important de dire Sainte Marie d'Incarnation. Personnellement, je l'appelle Marie, la Grande Marie. Enfin, c'est sûr que j'ai un rapport, si on veut, familier, en tout cas, à tout le moins dans le cadre de ce petit livre qui est un de mes favoris. En fait, je pense peut-être mon favori. Chaque livre remplit une fonction différente. Donc, je ne voudrais pas être injuste envers mes autres livres, mais c'est vrai que j'ai un attachement, disons. Un attachement particulier envers la Grande Marie. C'est né
d'un besoin de me délester, si on veut, je me sentais presque, en fait, j'étais très, très hanté par ma lecture de la correspondance, que je considère comme une très grande œuvre. Et surtout que, évidemment, c'est très costaud, donc c'est une lecture qui nous accompagne longtemps, qui s'échelonne sur plusieurs semaines. Donc forcément, on a un peu l'impression d'entrer en relation très, très personnelle avec son auteur. Ce qui est d'autant plus impressionnant que, vous voyez, sa date de naissance est indiquée 1599. Elle est décédée en 1672. Et pourtant, pour moi, enfin, en tout cas, elle apparaissait comme très contemporaine. Donc, c'est né d'un besoin de me délester parce que je sentais que je serais entravé si je n'arrivais pas à me débarrasser finalement de cette lecture qui m'a hanté. Et puis, ça a donné ça, une réflexion, encore une fois, sur la condition nationale, parce qu'il y a un élément important dans ce bouquin, c'est toute l'articulation de la pensée avec l'œuvre de Gaston Miron. Absolument. Un parallèle lumineux, d'ailleurs, entre Marie de l'Incarnation et Gaston Miron. Sinon, que dire de ce livre? Magnifiquement écrit, là, franchement. J'ai beaucoup travaillé. C'est vrai que c'est une plaquette, mais en fait, c'est sur le plan du style, le travail sur la langue, c'est un prolongement de voir le monde avec un chapeau qui est aussi effectivement très travaillé, aussi très écrit. La phrase, c'est vrai que la densité de la phrase, absolument. Et c'est une densité que j'ai voulu la plus légère possible. J'ai voulu que ce soit une densité qui ne soit pas lourde, mais c'est beaucoup de travail. Ben d'ailleurs, tu te qualifies toi-même de poète dans ce livre. C'est vrai. Et puis, en fait, je me plais à dire que La Grande Marie, c'est un peu la poésie fait prose. C'est-à-dire que c'est extrêmement travaillé. Le texte est magnifique. Je l'ai lu vraiment très souvent aussi et grandement annoté, tout comme Voir le monde avec un chapeau, évidemment. Alors, bienvenue, Carl. Merci beaucoup. Merci. Je tiens à dire que je ne suis pas exagérément familier en te tutoyant. Non. Ça a été convenu, convenu d'avance, puisque j'ai la chance de te compter parmi mes amis. Alors, c'est totalement réciproque, donc ça allait de soi. Le tutoiement, je crois, va de soi. Absolument. Alors, allons-y plus avant dans cette entrevue portrait de lecteur. Ben, d'abord, Carl, j'ai envie de te demander... que représente pour toi la lecture? Quelle part de ta vie la lecture occupe-t-elle? Voilà. Alors, naturellement, je ne pense pas t'étonner en le disant, je suis un très gros lecteur. Et ça s'aggrave avec l'âge, je pense. C'est devenu... je l'ai toujours été un gros lecteur. Mais je constate qu'avec le passage des ans, c'est devenu vraiment un élément de presque un art de vivre parce que ça m'accompagne partout. C'est-à-dire, la lecture, c'est un sanctuaire. Au-delà, évidemment, c'est bien sûr un instrument de connaissance, mais surtout qu'on est en train de vivre quand même une mutation culturelle importante qui va de pair avec une mutation technologique. Je pense que notre entretien en est déjà le reflet, c'est le podcast, l'émergence, l'ascension du podcast. Et dans ce cadre-là de mutation culturelle et technologique, la lecture m'apparaît d'autant plus précieuse. Et là, évidemment, je parle de la lecture des livres papier et non pas la lecture qui passe par l'écran et le scrolling. Et si je le dis, c'est pas pour rien, c'est pas parce que je suis technophobe, comme n'importe qui, j'utilise énormément la technologie. Mais néanmoins, je me rappelle très bien d'une lecture que j'avais faite lors des débuts d'Internet, parce que je suis assez vieux pour avoir connu les débuts d'Internet. Et j'ai voulu m'informer. J'avais lu c'est un grand auteur, je pense, qui vient de publier un nouveau livre d'ailleurs, Super Bloom en anglais, un critique américain qui avait publié Est-ce que Google nous rend stupides? Is Google making us stupid? Question qui se repose d'ailleurs avec... Nicolas Carr, c'est ça, c'est son nom. Oui. Et ben, qui se pose avec la même intensité ces temps-ci avec l'intelligence artificielle. Exactement. Et quand j'avais lu ce bouquin, ce qui m'avait frappé, c'est que c'était très fouillé, très documenté, parce qu'il allait chercher, il allait puiser dans des études de neurologie, il montrait très bien comment, en fait, le cerveau
les connexions cérébrales se recomposaient en fonction de la lecture. Mhm. Donc, selon qu'on lisait sur écran, par le scrolling, ou selon qu'on lisait un livre papier, c'était pas du tout la même chose pour notre cerveau. Donc, ça crée, autrement dit, on est en train de vivre une mutation au sens premier du terme, c'est que notre organisme se modifiait en temps réel, pour reprendre l'expression désormais consacrée justement de cette nouvelle époque. Notre cerveau, notre organisme se modifie en temps réel. Donc, tout ça pour dire que dans ce cadre-là de mutation profonde, pour moi, la lecture de plus en plus apparaît comme un instrument non seulement de connaissance, mais de résistance, c'est-à-dire je n'ai pas envie de m'avouer tout de suite vaincu face à cette mutation. J'ai envie de préserver quoi? En fait, j'ai pas envie de me battre contre cette mutation. Je suis bien prêt à l'accompagner. Mais ce que j'ai envie de défendre, en revanche, c'est ma singularité, c'est ma personnalité. Dans ce combat, la lecture est une arme, je pense, qui est imparable. Irais-tu jusqu'à dire que c'est quelque chose comme un geste anti-moderne que la lecture au temps du numérique? Justement, absolument pas. Pour moi, et moi, je me revendique totalement moderne. Critique des tentations ou des dérives de la modernité, parce que la modernité a été grosse, effectivement, de dérives, de tentations totalitaires. Le 20e siècle l'a bien montré. Le transhumanisme, aujourd'hui, le montre bien aussi. Mais n'empêche, c'est pas parce qu'il y a des dérives, c'est pas parce que la modernité a été traversée par des courants nihilistes que je suis prêt à renoncer justement à l'héritage moderne, à l'aventure moderne. Au contraire, je considère en être un produit. Pourquoi je le dis? C'est que en fait, je suis très attaché fondamentalement à l'émancipation. Donc, l'autonomie du sujet, la liberté d'examen, penser par soi-même, penser contre soi-même. Donc, tout ça, pour moi, fait partie de cette aventure. Et là-dedans, j'inclus naturellement la lecture, parce que la lecture permet de prendre congé de la famille, bien sûr, du village, ensuite même de la ville, du quartier, de la ville, de la communauté. Prendre congé, pourquoi pas aussi de l'époque. Ça vous permet de, justement, je parlais tout à l'heure d'un dialogue que j'ai poursuivi pendant plusieurs semaines avec une femme qui du XVIIe siècle. Donc, ça vous permet, autrement dit, de vous retrancher et de vous préserver et pour vous développer, pour ne pas vous laisser, autrement dit, submerger par le flux des informations, le flux des images. On est submergé d'images. On n'a pas idée à quel point on est submergé d'images. Et encore là, la lecture peut nous aider à préserver l'intégrité de notre intellect. Donc voilà, ça serait ainsi que je le présenterais. Au lieu de dire anti-moderne, disons peut-être plus ascétique dans une époque où l'instantanéité règne. Mais tu m'as l'air dubitatif, alors... Non, mais je pense que je suis un moderne au sens ancien du terme. C'est-à-dire, c'est drôle parce que j'ai apporté avec moi des bouquins, justement, dont je vais vous parler tout à l'heure, dont je vais te parler, pardon, tout à l'heure, mais notamment, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de l'art. Et justement, dans l'histoire de l'art, ce qui est tout particulièrement passionnant, c'est justement la révolution qu'apporte la modernité. Donc, je me sens vraiment comme un héritier moderne et qui a envie de défendre justement ce que cette aventure avait de plus transcendantal. Donc, un historien de l'art dont je vais parler tout à l'heure, Philippe Serres, qui est un spécialiste de Marcel Duchamp, de Kandinsky, de l'avant-garde, s'est beaucoup intéressé au dadaïsme aussi, publié un livre étonnant récemment qui s'appelle Beauté et vérité, qui n'est pas normalement un titre auquel on s'attendrait chez un spécialiste de l'avant-garde. Mais pourtant, il montre bien, à travers tout son raisonnement, à quel point l'avant-garde, enfin, à laquelle lui est attaché, était une poursuite moderne, mais du transcendant. Pour contourner un transcendant qu'il estimait, enfin, que les artistes de l'époque estimaient figé dans le conformisme bourgeois, par exemple, conformisme clérical. Ben, écoute, prenons la vague puisque nous y sommes. J'ai cru comprendre que c'était une de tes lectures marquantes des derniers temps. Alors peut-être ai-je envie de te demander quelles sont tes lectures marquantes
des derniers mois, des dernières années. Tu nous as parlé de Philippe Serres. Oui, parfait. Je peux en présenter, effectivement, présenter une petite sélection. En fait, c'est plus dans les dernières semaines. Donc, étant donné que je suis un très gros lecteur, et j'en ai lu beaucoup plus que ça, donc je pourrais en parler très longtemps, mais disons que pour les besoins de la discussion, j'en ai choisi 4. En fait, une grosse découverte que j'ai faite, c'est Julia Kristeva. Donc, je ne sais pas si... Voilà, enfin, je mets le livre de cette... Vers celle-ci. Vers celle-ci, d'accord. Voilà. Donc, Julia Kristeva, c'est son tout dernier, qu'elle a fait paraître en 2024, Prélude à une éthique au féminin, qui rassemble des textes qu'elle a fait paraître dans les dernières années. Et Julia Kristeva, qui est justement une figure de l'avant-garde, mais une avant-garde, non pas l'avant-garde du début du 20e siècle, mais plus des années 70, des années 60, qui était la compagne de Philippe Solers, notamment. Si je le dis, c'est parce qu'il faisait partie du même milieu littéraire, le même milieu intellectuel. Julia Kristeva, donc je suis en train de traverser avec beaucoup d'appétit toute son œuvre. S'intéresser à des grandes figures de la pensée, Hannah Arendt, Colette, Mélanie Klein, psychanalyste. S'intéresser à des mystiques aussi, Thérèse d'Avila, par exemple. Donc, j'aurais été très curieux de savoir ce que Julia Kristeva pourrait penser de Marie l'Incarnation. Bref, c'est une psychanalyste. C'est une romancière, apparemment aussi. Je n'ai pas encore lu ses romans. Mais pour moi, c'est vraiment, elle est extraordinairement brillante. Et je suis tombé sous le charme parce que je la connaissais très peu. Probablement aussi, j'avais quelques préjugés reliés à la sémiologie. Mais Julia Kristeva, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une Bulgare. Et puis, donc, elle a connu elle a connu le régime communiste. Et je m'intéresse beaucoup à ces intellectuels, justement, qui sont venus, qui ont migré vers l'Ouest, qui ont migré en Europe, et qui ont une approche différente de l'avant-garde ou de l'art moderne, par exemple. Et c'est ce qui explique l'attachement en particulier de Milan Kundera à l'art moderne. Si Milan Kundera défend l'art moderne, disons, c'est à partir d'une expérience très, très intime qui n'est pas sans lien avec son expérience aussi du totalitarisme. Pardon. Donc, autrement dit, le travail sur le langage qu'a pu faire Julia Kristeva, qui est très, très pointu, on comprend que la prémisse vient aussi d'une défense de quoi, en fait? Une défense de la singularité, une défense de la liberté. Donc, si vous préservez les possibilités dialogiques ou polyphoniques du langage, c'est que vous préservez aussi la liberté elle-même, mais tout en restant à l'abri d'une... relativement en marge ou préservé d'une persécution du régime, parce que c'est pas une contestation trop ouverte. Donc, Julia Kristeva, que je recommande beaucoup, avec beaucoup de chaleur, Étranger à nous-mêmes, c'est un très beau livre. Elle écrit des très beaux livres d'entretien aussi, Je me voyage. Héritière de Simone de Beauvoir, dont elle reformule justement la célèbre phrase, c'est-à-dire, au lieu de dire on n'est pas femme, on le devient, Kristeva reformule en disant on est femme, mais je le deviens. Encore une fois, la défense, le je. La singularité. Bien sûr. Donc, c'est une sorte de Beauvoir non dogmatique. C'est ce que j'aime beaucoup chez elle. Puis, juste avant que bien sûr. Poursuive, j'ai toujours pas eu la chance de lire Julia Kristeva, mais j'ai vu quelques vidéos que tu m'as partagées, quelques entrevues d'elle, et c'est une femme absolument délicieuse. Délicieuse, absolument. Délicieuse. Franchement, d'une intelligence supérieure, qui était d'ailleurs en entrevue avec un journaliste de Radio-Canada. Oui, c'est je pense, Marcel Brisebois. C'est une émission qui s'appelait Rencontre. Il se déplaçait à l'époque, notamment à Paris, pour rencontrer des intellectuels. C'est sur YouTube, je pense. Oui, c'est sur YouTube. Et puis, on voyait un peu le malaise de cet intervieweur devant, j'ai envie de dire, la liberté non dogmatique de cette femme. Oui, parce qu'elle ne s'interdisait aucun sujet et elle réfléchissait comme ça à voix haute et puis sans s'embarrasser de scrupules, alors qu'on sentait que l'intervieweur, lui, vivait, disons, un certain nombre d'inhibitions sur le plan intellectuel. Absolument, absolument. Je m'excuse de t'avoir... Oui, bien sûr. Donc ensuite, La religieuse de Diderot. Donc, je me suis replongé dans Diderot. C'est un livre que j'ai lu à l'université, mais que j'avais complètement oublié. C'est drôle parce que je m'en étais pas rendu compte, mais c'est encore une fois, c'est le thème de l'émancipation, de l'autonomie, parce qu'au-delà du portrait, sans doute que plusieurs pourraient qualifier d'exagéré
disons, des monastères. Je ne sais pas comment les monastères étaient à l'époque. Puisque c'est un livre qui met en scène une protagoniste dans un monastère. Ouais. Exactement. C'est une jeune femme qui, en fait, elle vient d'une famille, enfin, elle expie le crime familial qui est l'adultère. Elle est le produit de l'adultère. Et donc, à l'époque, parfois, on servait des couvents pour placer, cacher effectivement les fruits du péché ou les fruits du crime. Donc, elle vit ça. Elle vit cet enfermement dans un couvent parce que, bon, elle est née d'un adultère. Et donc, elle passe d'un couvent à l'autre, enfin, d'un monastère à l'autre. Elle vit des expériences de persécution absolument terribles. Donc, j'ai envie de dire que c'est pas invraisemblable dans la mesure où, à partir du moment où il s'agit de la condition humaine, tout est possible. Et dans n'importe quel décor, d'ailleurs, que ce soit dans un monastère, dans une université, enfin, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, ce qui m'a retenu, ce qui m'a tout particulièrement touché, c'est cet appel de l'héroïne justement à une loi éthique. Non pas tant une loi normative ou juridique, mais une loi éthique. Et c'est pour cette raison qu'elle tente aussi de nouer un dialogue, enfin, de prendre contact avec l'extérieur. Ça commence par un avocat. Enfin, il y a quelques figures comme ça qui viennent de l'extérieur du monastère, qui tentent de prendre contact avec elle pour la sortir justement de cette situation. Mais c'est une sorte de plaidoyer, finalement, qu'elle fait pour défendre non seulement sa dignité, mais son autonomie, parce que elle a des débats, ou en fait des conversations, où elle est mise à l'épreuve, justement, par les autorités du monastère sur son refus, par exemple, d'accepter les vœux, en fait, de prendre les vœux. Donc, on la voit argumenter et toujours repousser, finalement, les attaques du groupe qui cherche à l'embrigader ou à l'enrôler contre sa volonté. Donc, malgré toute la souffrance qu'elle endure, malgré toutes les persécutions, elle ne lâche jamais sur qui elle est, sur ce qu'elle veut et ce à quoi elle se destine. Et pour elle, c'est un destin qui est non religieux et c'est cette légitimité qu'elle défend. Donc, pour moi, c'est surtout ça, au-delà du portrait catastrophique justement de la vie dans les monastères. C'est pas mon propos, c'est pas ce qui m'a intéressé. Moi, encore une fois, c'est l'autonomie du sujet et l'émancipation qui m'a intéressé dans Diderot, la religieuse. Ensuite, un livre en anglais, malheureusement, qui n'a pas été encore traduit en français à ma connaissance, Anti-Intellectualism in American Life, Richard Hofstadter. C'est un grand classique de l'histoire des idées aux États-Unis. Publié vers quelle année? Début années 60, je crois. Ah, d'accord. Il a remporté le Pulitzer en début années 60. Donc, c'est un très gros travail, un gros travail historiographique où il s'appuie sur les débuts des États-Unis et les débuts de la colonie pour expliquer le rapport particulier que les Américains ont développé avec la vie de l'esprit ou avec les intellectuels. Exactement. Les différents types d'églises qui sont développées aux États-Unis. Évidemment, c'est toute une géographie, l'Amérique. Si vous êtes en Nouvelle-Angleterre, parmi les patriciens, c'est pas tout à fait la même chose. Exactement, que dans le Midwest ou dans des régions plus excentrées. Donc, c'est un travail qui m'a beaucoup marqué, beaucoup impressionné et qui, je trouve, vient relativiser ou recontextualiser ce qu'on pense parfois à tort être spécifique au Québec. L'anti-intellectualisme ou cette difficulté culturellement qu'on semble éprouver vis-à-vis de l'activité intellectuelle. Donc, ça nous permet d'explorer une autre facette de notre américanité, d'une certaine façon, sans rien enlever à notre contexte particulier. Bon, une société qui a vécu la conquête, qui a vécu l'exil de ses propres élites. Enfin, il y a toutes sortes de facteurs qui entrent en ligne de compte pour expliquer la condition québécoise. Mais ce bouquin sur la vie intellectuelle américaine, franchement, c'est une très belle découverte. Et dis-moi, c'est généralement parce que aux États-Unis, d'une certaine manière, un peu comme au Québec, les choses de l'esprit sont vues, disons, faute d'un meilleur mot, comme inférieures face aux œuvres concrètes? Ben, c'est que, essentiellement, c'est... L'explorateur et l'aventurier a préséance sur l'intellectuel. C'est l'homme pratique. L'homme pratique. L'homme pratique a une préséance sur l'intellectuel. Évidemment, on pourrait répondre à ce reproche ou à cette critique en disant que la réflexion, la pensée est un acte.
c'est Absolument. aussi du domaine pratique. Mais enfin, tu comprends ce que je veux dire, c'est que pour eux, dans leur vision des choses, à quoi ça sert essentiellement. Puis, Mhm. quoi que ça peut se comprendre, si vous êtes dans un pays neuf, dans des conditions extrêmement hostiles, Très juste. vous allez à l'essentiel Mhm. et vous embarrassez pas d'intellectuels. Mais encore une fois, il y a des spécificités. Et, la Nouvelle-Angleterre, c'est l'exemple, justement, en Amérique, où a pu se développer très tôt une vie intellectuelle très riche. Mhm. Mais ça n'enlève rien au fait que l'Amérique, et jusqu'à aujourd'hui, en fait, on pourrait parler de Saul Bellow, pour qui ça a toujours été un objet, comment dire, de critique et d'étonnement aussi, parce que Saul Bellow, c'était quand même un homme extrêmement cultivé, puis qui était dans un dialogue soutenu avec les grandes œuvres européennes, Mhm. mais qui constatait aussi cette différence de réalité entre l'Europe et l'Amérique, Mhm. mais pas nécessairement pour s'en plaindre. Il le constatait, tout simplement. Il dit c'est pas la même expérience, c'est pas le même rapport au monde. Mhm. Bellow, en définitive, va trouver une façon de transformer son Chicago natal à une sorte de protestation pleine de vitalité. Intellectuel? Oui, puis sans renier sa part très, 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 très forte intellectuelle, Mhm. parce que ses livres sont très intellectuels, ses Mhm. romans sont très intellectuels. Mhm. D'ailleurs, c'est une forme de réaction contre Hemingway, contre l'hégémonie d'Hemingway. C'est ce que j'allais te demander, c'est-à-dire que même chez la figure de l'intellectuel et de l'écrivain américain, il y a quelque chose de l'ordre de la brute, peut-être un peu. Oui, c'est ça, exactement. Donc, même ceux qui entendent avoir un dialogue avec les grandes œuvres doivent faire montre de que sais-je, là, de testostérone, disons, en boxant comme Hemingway ou en fumant des gros Exactement. cigares. Et je trouve que la réponse de Bello, elle est extrêmement intéressante et pertinente pour l'écrivain québécois qui doit affronter un peu les mêmes questions. Mhm. Et Saul Bellow réussit à proposer, à opposer une immense vitalité, mais sans se réduire à justement à cette image stéréotypée de la brute, le chasseur, tu vois, qui se promène, en fait, qui sait tout faire, qui fait tout avec ses mains et tout, qui fume un cigare, qui boit de l'alcool fort. Ouais. Saul Bellow est un intellectuel, mais d'une immense vitalité. Il a réussi à faire passer tout cela dans la culture et la littérature américaine. Il était parfaitement conscient aussi, en faisant cela, que il venait ajouter un nouveau volet à l'expérience américaine. Pour lui, c'était aussi une façon de s'attaquer au canon WASP. C'était évidemment avec tous les grands écrivains juifs américains qui ont suivi, donc Philippe Roth, notamment, qui est un disciple spirituel de Saul Bellow et qui lui aussi a vécu un peu la même expérience. Qu'est-ce que la vitalité, qu'est-ce que la virilité et comment tout cela peut s'exprimer à travers un véhicule littéraire romanesque en Amérique. Philippe Roth a été hanté par cette question aussi. Par la question de la virilité, très certainement. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Ben, je t'invite à poursuivre. Oui. Dernier bouquin de la sélection pour les découvertes, Philippe Serres, qui est un critique, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est un spécialiste de l'avant-garde de Kandinsky. Kandinsky, pourquoi? Je tiens Le peintre pour les auditeurs. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est un peintre d'origine russe et qui, autrement dit, qui est venu introduire dans l'expérience de l'avant-garde en Europe une dimension spirituelle. D'ailleurs, le titre de son bouquin Manifeste, c'est du spirituel dans l'art, préfacé par Philippe Serres. Et donc, si Philippe Serres s'intéresse beaucoup à Kandinsky, c'est notamment en raison de cette dimension spirituelle que l'artiste intègre à sa démarche, son exploration artistique. Et donc, toujours pour poursuivre sur Philippe Serres, je l'ai découvert comment... Je pourrais pas dire, en fait. Non. C'est drôle, hein? Parfois, on fait la rencontre de certains auteurs, mais on sait pas, on se rappelle plus exactement dans quelles circonstances. Mais ce que je peux dire, en revanche, c'est que c'est une découverte qui s'inscrit dans vraiment une grande exploration de l'histoire de l'art. Donc, Philippe Serres, mais je pourrais rajouter d'autres auteurs qui m'intéressent beaucoup. Pierre Daix, c'est un gros coup de cœur,
c'est un historien qui est spécialiste de Picasso, qui a un passé communiste aussi, ce qui n'est pas anecdotique dans les circonstances, parce que, justement, en voilà un qui fait l'expérience de ce choc entre la liberté qui est charriée par l'art moderne et les exigences dogmatiques, totalitaires, exactement. Mais c'est parce que Pierre Daix, c'est un homme de conditions modestes. Il a vécu dans les banlieues rouges. Parisienne exactement, c'est ça, dans la couronne parisienne. Donc, un milieu paysan. Première ascension sociale, je pense, c'est son père qui entre dans la gendarmerie. Donc, c'est cette époque où il vient de ce parti communiste proche des classes populaires. Il rentre très tôt dans la résistance. Je pense qu'il a 17 ans. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'il a 17 ans quand débute la guerre. Ouais. Donc, il traverse toute l'expérience du siècle, mais en parallèle, il a d'ailleurs laissé beaucoup de mémoires. Je pense 4 ou 5 livres de mémoires, parce qu'il a tout vécu là-dedans. Il a notamment été détenu dans un camp de détention nazi. Il a vécu, bien sûr, l'expérience communiste. Il a vécu le printemps de Prague. Il a vécu aussi l'aventure solzhenitsyn. Il faut se rappeler que Pierre Daix, au tout début, niait l'existence des goulags. Comme plusieurs. Finalement reconnu son erreur. Tardivement ou... Dès qu'il l'a pu, je pense, par honnêteté intellectuelle, il l'a fait, et puis il s'est transformé en un grand défenseur de Solzhenitsyn. D'ailleurs, il fait partie des invités sur le plateau d'Apostrophe quand Solzhenitsyn est accueilli à Paris. Donc, je pense même qu'il a écrit un livre sur Solzhenitsyn, ce que je sais de Solzhenitsyn. Il maîtrisait un peu le russe, il a même contribué à la traduction. Et un élément très fort aussi, il faut absolument que je dise pour les auditeurs, c'est que dans un de ses textes, Daix explique que dans la petite équipe de traducteurs, ce qui venait apporter d'essentiel pour bien traduire les mots de Solzhenitsyn, c'est précisément son expérience des camps. C'était pas un camp communiste, c'était un camp nazi, mais il comprenait, autrement dit, au-delà de la langue, le langage, ce qui transpirait dans le langage. Il fallait peut-être avoir connu un peu la même chose que Solzhenitsyn pour aller jusqu'à cette profondeur et le rapatrier dans la traduction elle-même. Donc, c'était un peu sa contribution. Absolument, oui. Fascinant. Il a laissé une œuvre majeure que je n'ai pas apportée aujourd'hui vers la fin de sa vie, fin années 90, début années 2000. C'est une histoire culturelle de l'art moderne en 2 tomes, donc 19e siècle, Manet, et puis ensuite 20e siècle, et l'aventure cubiste, Cézanne. Enfin, ça va jusqu'aux années, je crois, aux années 60-70, où date à partir de laquelle, justement, Pierre Daix commence à se sentir étranger. Largué un peu. Complètement largué par la tournure que prend l'art moderne, qui devient ce qu'on appelle aujourd'hui l'art contemporain. Et là, ça devient intéressant, parce que là, on a un grand héritier de l'art moderne, et qui, tout à coup, s'avoue étranger à ce que devient ces héritiers qui, parfois, lui apparaissent comme des usurpateurs. Et la question de l'usurpation, de la parodie, du détournement est très importante. Quelque chose qui relève presque, enfin, dans des termes dostoïevskiens qui ne sont pas nécessairement les miens, mais qui relèvent presque du démoniaque, d'une certaine façon. Donc voilà, Pierre Daix, c'est un gros choc de lecture. Annie Cohen-Solal, aussi une historienne qui, elle aussi, a publié un livre important sur Picasso. Picasso en tant qu'étranger. Je pense que c'est quasiment, littéralement, le titre du bouquin. Une très grosse biographie qui a remporté des prix importants. Elle a publié aussi un livre majeur que je recommande, qui n'est pas sans lien au passage de tout à l'heure sur l'Amérique, qui est un livre qui s'appelle « Un jour, ils auront des peintres ». Et ce que ça raconte, c'est essentiellement l'émergence, finalement, des Américains en tant que puissance culturelle. Génial, le titre. Ah oui, complètement, parce que les Américains, à l'époque, et c'est les mots de Annie Cohen-Solal, apparaissent un peu comme... Bon, c'est un géant qui commence à faire l'épreuve de sa force. C'est un jeune industriel. Un jeune géant, en tout cas.
mais qui, sur le plan culturel, artistique, intellectuel, apparaît un peu comme en fait, c'est des ploucs du point de vue européen. Oui, oui. Les Européens les jugent comme des ploucs, mais ils vont envoyer vraiment toute une équipe, en fait, d'explorateurs, parce qu'il y avait des familles quand même qui étaient aussi très riches, puis il y avait des moyens aux États-Unis qui permettaient d'envoyer plusieurs artistes étudier en Europe. Et les artistes américains vont vivre plusieurs décennies d'apprentissage en accéléré de la tradition de l'art européen. Et vont réussir d'une certaine façon, à travers cette exploration, cette immersion européenne, à trouver leur propre voie, leur propre art, évidemment, qu'ils rapatrient aux États-Unis. Et sur un plan, disons, socio-économique, politique, c'est très clair qu'à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, New York prend le relais de Paris, grosso modo, comme capitale mondiale de l'art moderne. New York est le lieu d'une expertise colossale sur la question. Pierre Dex cite beaucoup d'experts américains, critique énormément ce qu'il appelle le provincialisme français. Ah. Le provincialisme français, il dit que la France est figée dans une conception très, très rigide des beaux-arts, essentiellement. Donc, c'est très, très centralisé. Tout le système des salons, par exemple, c'est ce que ça venait illustrer. C'est essentiellement une petite élite qui décidait ce qui était beau, ce qui était honorable, enfin, et rejetait tout le reste dans les marges. Ce qui déplorait comme un manque de cosmopolitisme, un manque de curiosité, en faisant ressortir notamment que Picasso, et c'est aussi le point essentiel soulevé par Annie Cohen-Solal, Picasso, même s'il a vécu une bonne partie de sa vie en France, a été accepté très tard là-bas. Donc, il a eu besoin de collectionneurs américains, d'intermédiaires américains pour lancer sa carrière véritablement, acquérir son autonomie. Mais ce n'est que très tardivement que Picasso est véritablement reçu, accepté à Paris. En France. Je pense même qu'il a commencé par des musées de province avant de conquérir Paris. C'est très intéressant. Tu te rends compte? Donc, Absolument. à quel point c'est... Donc, Philippe Serre, c'est pour terminer très rapidement, c'est que beauté et vérité, voilà, c'est ça. C'est cette ambition, je pense, ça vient récapituler l'ensemble de sa réflexion sur, finalement, le sens transcendantal de l'aventure moderne et de l'avant-garde. Donc, voilà, ça serait ma sélection, disons, mes découvertes récentes, mais évidemment, je pourrais en parler encore beaucoup plus longtemps. Mais je pense qu'on est quand même... il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable et passons à d'autres genres de lecture, peut-être plus celles qui t'ont marqué dans tes premières lectures, peut-être, ou tes lectures les plus formatrices, les plus marquantes, peut-être. Alors, j'en ai choisi 3. OK? Donc, la première, on va commencer par Gaston. Gaston Miron. Donc, la première lecture, Gaston Miron, grand poète québécois, naturellement. J'aurais pu choisir L'homme rapaillé. En même temps, ça aurait été un choix un peu... convenu, ou entre sinon, peut-être pas convenu, mais attendu. Donc, j'ai choisi d'essayer d'aborder Miron autrement. Par le laboratoire de l'homme rapaillé. Par le laboratoire de l'homme rapaillé, exactement. Parce que Miron, je crois avoir lu ça, sinon dans ce bouquin, dans les notes, peut-être dans la biographie de Pierre Neveu, qui est excellente par ailleurs, qui est vraiment un très grand travail d'histoire littéraire. C'est que Miron a déjà eu le projet d'écrire un roman autobiographique à la Henry Miller, je pense, lors d'un séjour parisien. Je crois. Il m'a semblé qu'en lisant ce bouquin, pour moi, c'est vraiment un livre important. Absolument. Je suis d'accord. Moi, ça m'est apparu comme justement ce roman autobiographique que Miron n'a jamais publié de son vivant. Mais d'abord, excuse-moi, il faut mentionner qu'on parle ici de la correspondance de Gaston Miron. Oui, exactement. Donc, c'est les lettres de 1949 à 1965. Donc, quand il est encore quand même très jeune. 65, tu vois, c'est quelques années avant la sortie de L'homme rapaillé. Mais évidemment, 49, c'est une dizaine d'années avant la Révolution tranquille et ça paraît. C'est la traversée de la noirceur, c'est la traversée
c'est un Miron qui est mal en point, qui est pauvre, qui est malade. Qui fait une crise de cœur à 28 ans, si je me souviens bien. Exactement. C'est incroyable. Et puis qui est dans une détresse absolue. Mais en même temps, on le voit se construire progressivement et se construit aussi à travers cette correspondance qu'il destine à des amis. Là-dedans, on peut citer Claude Efféli, évidemment, qui est un de ses grands correspondants. Louis Portugais, qui fait partie de la bande de l'Hexagone, qui était à la maison d'édition qu'ils ont fondée dans les années 50, qui était très importante dans l'histoire littéraire du Québec. Gilles Carle aussi, qui faisait partie de la bande. Donc voilà, le frère aussi de Gilles Carle, si je me souviens bien. Possible. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, beaucoup annoté. Ça me semblait, voilà, c'est ça, justement, ce roman autobiographique de Gaston Miron. Parce que si un auteur, puis en particulier au Québec, dont l'œuvre, en fait, se confond totalement avec la vie, c'est Gaston Miron. Absolument. Donc, qui se raconte. Puis ça, ce volet-là, j'ai eu l'occasion de l'approfondir, notamment il y avait un séminaire que j'ai suivi à l'Université de Montréal qui était mené par Pierre Neveu, qui mettait de l'avant cet aspect, c'est que Miron s'est beaucoup raconté à travers des entretiens, des entrevues à la radio. Autrement dit, il a construit un récit qui reprenait des principaux éléments, enfin, il les reprenait tout au long de sa vie. Donc, il a construit une sorte d'autobiographie qui est en même temps une autobiographie intellectuelle, peut-être même spirituelle en un sens. Et puis, ce livre-là, justement, dont le format des lettres, à travers des années de formation, justement, qui est un roman d'apprentissage, justement, peut-être, vient l'illustrer tout particulièrement. Donc, je le recommande à quiconque voudrait, disons, entrer vraiment dans la pensée de Miron, mais vraiment par ce qu'elle a de plus, de plus incarné. Absolument. Puis j'ajouterais aussi que je crois que Pierre Neveu a été à l'origine d'un livre qui colligeait ses entretiens. Absolument, c'est ça. Au courant de sa carrière, qui est vraiment très, très, très intéressant aussi pour entrer dans l'œuvre, mais pas seulement, c'est-à-dire dans la personne de Miron qui incarne quelque chose comme un désir d'aboutissement de la condition québécoise. C'est un témoin, et dans le sens, vraiment le mot de témoin, je l'emploie à dessein parce que c'est un martyr, Miron, dans un sens. C'est qu'il a vraiment incarné dans sa chair la condition collective. Sa condition intime, personnelle, s'est confondue avec celle d'un peuple. Et c'est ce qui le rend aussi incontournable, aussi attachant et surtout aussi exemplaire. Donc, peu importe les points communs qu'on peut avoir avec lui, il a tellement exprimé quelque chose d'universel que je pense que c'est un des poètes les plus attachants et les plus accessibles et qui correspond en tout point à ce que j'ai appelé l'épreuve dans Voir le monde avec un chapeau. L'épreuve, c'est vraiment une déclinaison, si on veut, personnelle, naturellement, de cette traversée que raconte ce recueil de lettres de Gaston Miron. Très intéressant. Ensuite, La grosse brique, Proust, La recherche du temps perdu, incontournable, naturellement. Et Proust, évidemment, c'est une vieille édition, elle est très, très, très usée, mais je suis très attaché. À noter, j'imagine? Oui, beaucoup. J'ai beaucoup souligné. Pris beaucoup de notes au fil des ans parce que c'est une brique que j'ai lue et relue dans différents contextes. Je l'ai découvert en premier, je pense. C'était dans mes premières années d'université, l'Université Laval. J'ai eu un cours avec Isabelle Daunet, qui était prof là-bas à l'époque. C'était un cours sur le roman moderne, des questions de Proust, de Claude Simon. Mais on avait lu beaucoup de Proust. Et ensuite, plus tard, à l'Université de Montréal aussi, j'ai eu un séminaire à la maîtrise sur Proust. Donc, ça a été l'occasion de traverser l'œuvre au complet. Et Proust, évidemment, pour moi, quand j'ai jeune vingtaine, ça représente un étonnement, un émerveillement tout à fait extraordinaire. Je me dis, alors c'est possible de faire telle chose dans ma langue maternelle. Moi, c'est ce sujet d'étonnement, parce qu'il y a toujours cette question existentielle qui hante notamment un Québécois, parce qu'on est toujours, évidemment, on voisine les États-Unis, il y a toujours cette pression très forte pour l'acculturation, pour l'anglicisation. Donc, il y a toujours cette question de légitimité vis-à-vis de sa langue maternelle. Donc, on se dit, voilà, est-ce que moi, qui viens de s'inscrire en littérature, par exemple,
Est-ce que, je me pose la question, est-ce que ça vaut la peine de consacrer ma vie, par exemple, à la littérature, puis bon, naturellement à la langue française? Est-ce que ça vaut le coup? C'est une vraie question. Bien sûr, absolument. Est-ce qu'autrement dit, cet engagement peut me faire connaître l'universalité, la condition humaine, dans ce qu'elle a de plus riche, de plus profond, en fait. Et Proust est venu répondre positivement à cette question. Proust est venu me dire, moi qui étais dans sa petite chambre, tu vois, du Vieux-Québec, qui connaissait presque rien, qui commençait à se construire une culture, et là, qui découvre ça. Proust, un type qui, pourtant, début 20e siècle, dans les salons parisiens, Faubourg Saint-Germain, c'est un milieu complètement étranger. Complètement étranger, qui m'est pas du tout familier. Mais justement, en raison de cette étrangeté, je pense qu'il a été d'autant plus en position de me transmettre quelque chose que n'aurait pas pu me transmettre un auteur contemporain. Donc, autrement dit, je fais un plaidoyer en ce moment pour l'étrangeté. L'altérité. L'altérité, exactement. L'altérité en littérature. Exactement. Pour moi, par exemple, d'expliquer à des jeunes, c'est un livre qui est proche de ce que tu vis, c'est pas un argument. Ouais. Alors, tout l'intérêt de la vie de l'esprit, c'est justement de sortir les jeunes d'eux-mêmes, c'est de les faire explorer des territoires inconnus. Ils seraient étonnés à quel point ce décentrement d'eux-mêmes peut leur permettre de mieux se connaître, justement, de revenir à eux-mêmes, mais transformés. Parce qu'on est transformé en lisant Proust. C'est le plus grand roman d'apprentissage, le plus grand roman initiatique jamais écrit. Évidemment, je dis ça un peu à la légère parce que je ne maîtrise pas toutes les langues étrangères. Peut-être qu'il y a d'autres exemples ailleurs. Mais ce que je peux dire, en fait, si j'ai été extraordinairement marqué par Proust, c'est aussi non seulement une illustration du génie de la langue française, mais c'est aussi, comment dire, c'est un grand dialogue avec la mémoire française. Oui, l'art traverse absolument, totalement la recherche du temps perdu, l'art, l'architecture. Mais toutes les connaissances. En fait, il parle de l'évolution des sciences, des techniques. Dans la recherche, c'est l'apparition du téléphone aussi. C'est le début. La voiture aussi, si je me souviens bien. L'aviation, en tout cas, ça c'est sûr. À la fin du côté de chez Swann, il y a le narrateur qui est ramené à lui-même si je me souviens bien, au bois. Il y a des voitures qui passent et ça le sort d'une rêverie. En fait, c'est vrai, il y a... Oui, mais c'est début 20e siècle, hein, donc c'est la belle époque, c'est la Première Guerre mondiale, donc c'est l'explosion du siècle de la technique. Et Proust absorbe tout ça avec sa sensibilité, sa perception, son raffinement, et réussit à en faire une traduction qui traverse les âges. Donc, Proust, très, très marquant. Et l'un n'est pas sans lien avec l'autre. Hein. C'est-à-dire, Proust et Miron, c'est que un Québécois qui a besoin de traverser l'œuvre de Miron et ensuite se met en relation avec Proust, en fait, c'est pas sans rapport. Absolument. Dans l'aventure de la culture. Et enfin, un dernier choix de ma sélection pour les lectures qui m'ont façonné, qui m'ont marqué, qui m'ont formé. Nicolas Berdyaev, un philosophe qui était très connu, disons, dans les années 1930, était identifié au courant personnaliste chrétien, qui s'est rattaché donc à au courant existentialiste aussi, mais ce que Berdyaev a apporté, parce que c'est un Russe, il il était en exil de la Révolution de 1917. À Paris. Et je ne sais pas si je pense à Clamart, il s'est établi à Clamart, qui est en banlieue de Paris. Mais oui, bien sûr, il a beaucoup vécu aussi à Paris. Et Berdyaev a fait une œuvre extraordinaire de passeur entre une tradition religieuse, philosophique orthodoxe et la culture occidentale. Et donc, ce qui est venu insuffler, si on veut, dans la culture très sécularisée de la France de l'époque, c'est justement ce souffle. Je pense qu'il ne serait pas exagéré de dire que c'est un souffle cosmique. C'est vraiment le sens du cosmos que la tradition orthodoxe, disons, vient introduire. Qui est beaucoup chez Dostoïevski. Absolument. Chez Tolstoï. Tolstoï aussi, le sens du cosmos est très important. Donc, Berdyaev, c'est dans ce livre-ci en particulier, de la destination de l'homme, essai d'éthique paradoxale,
disons que c'est un livre qui propose une synthèse de sa pensée que j'ai trouvé le plus complet. J'ai tout lu de Berdyaev, le sens de la création, liberté, esclavage de l'homme. Enfin, De l'homme qui est un très grand livre. Oui, moi, Esprit et liberté aussi. Enfin, il a écrit beaucoup. Il a beaucoup écrit. Notamment aussi, il a laissé un testament spirituel qui est une autobiographie, ce qu'il appelle une autobiographie spirituelle. Je pense que c'est son dernier livre paru qui est brillantissime aussi. Et Berdyaev, parce que c'est une lecture véritablement transformatrice parce que il élabore une éthique pas du tout dans un langage discursif, rationaliste, si on veut. C'est très particulier parce qu'on voit tout de suite la rigueur. J'ai lu l'érudition aussi, mais il ne s'exprime pas comme un philosophe occidental. Il s'exprime par... Il introduit des notions aussi qui manifestement viennent justement de la tradition russe. Et donc, pour le lecteur, en fait, il assiste à une grande démonstration avec des mythes, des symboles, avec des fulgurances, des très grandes intuitions, mais c'est pas un texte, disons, discursif, suivi avec un argumentaire classique. C'est beaucoup plus tortueux, beaucoup plus flamboyant. C'est une vraie expérience de lecture. C'est une vraie expérience de lecture. Une expérience de lecture, moi, Berdyaev. C'est le mot que j'emploierais, une expérience. Et il affirme très bien dans ce bouquin ce qu'il appelle lui-même une éthique de l'acte créateur. Ouais. Donc, une éthique de l'acte créateur qui l'oppose à une éthique, disons, normative ou juridique. Parce que, évidemment, l'éthique naît d'un choix, alors que la morale est plutôt le respect d'une norme, si on veut. Donc, encore une fois, c'est le penseur de la singularité, c'est le penseur d'un jeu qui n'est pas, évidemment, tu l'as compris, c'est pas un jeu narcissique, c'est un jeu existentiel. Bien sûr. Et le jeu existentiel, c'est ce que j'ai tenté, évidemment, à ma modeste échelle, de défendre, en particulier dans Voir le monde avec un chapeau. C'est ce qui traverse ton œuvre, en effet. Merci. C'est fascinant, tes lectures qui t'ont marqué et transformé. Puis en terminant, j'aurais envie de te demander s'il y a un auteur ou une œuvre en particulier que tu aimerais explorer dans les prochaines années, dans les prochains temps, que dans ta vie, tu n'as pas eu l'occasion d'explorer. Un rendez-vous manqué peut-être ou une frustration, un auteur que tu as rencontré quand tu étais plus jeune et qui t'a déplu, mais que tu aimerais redécouvrir. Mais c'est drôle, mon rendez-vous raté, c'est Tolstoï. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi Anna Karénine pour l'émission qu'on doit faire ensemble. Et je me promets de lire très bientôt Gare et Paix et traverser l'ensemble de son œuvre. J'ai déjà commencé à lire aussi l'ensemble de ses nouvelles. J'apprécie énormément Tolstoï, mais c'est un auteur que je découvre tardivement. Donc, c'est un immense trou dans ma culture. J'ai beaucoup de plaisir à combler parce que c'est un auteur délicieux. Enfin, j'ose espérer que Partagé. C'est une impression partagée. Absolument. Donc, Tolstoï, je dirais, pour les prochaines semaines, les prochains mois. Génial. Merci beaucoup, Carl Bergeron. Ça fait plaisir, Alexis. Puis en terminant, je rappelle que Carl sera des nôtres justement pour un épisode sur Tolstoï. On lira Anna Karénine avec Pierre et David. Donc en terminant, je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne et vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Magnum Opus. Merci.